Bruxelles, la capitale de l'Union européenne. Encore, je dirais. Bon, ils sont arrivés, les personnes que je vais interviewer, à partager avec vous. C'est vrai que c'est une émission qui concerne seulement les Latino-Américains, mais il y a des Latino-Américains et des Européens qui ne connaissent pas ce qui se passe en Turquie. Et alors, je gagnais le loto parce que j'ai trouvé une personne qui connaît par cœur le sujet de la Turquie. Il s'agit de Madame Jenny van der Linden et Jean de Amnesty International. Voilà. Et on va commencer à parler tout de suite. Je ne sais pas si c'est un sujet que vous connaissez mieux que moi. Et la Turquie, comment maman me dit, la Turquie, c'est la Turquie. Il y a toujours des conflits, pas seulement la Turquie, en Irak, la Syrie, maintenant, l'Ukraine avec les Russes, ils sont venus les États-Unis. En fait, il y a tout un conflit actuel, à l'heure actuelle. Et ici en Belgique, il y a un petit conflit, il ne faut pas parler de l'alerte 4, ou 3, ou 9, mais c'est la situation est grave. Mais la Turquie, il passe par une situation, je crois, grave. Bonsoir Jenny. Bonsoir Hannibal. Bonsoir Jean. Bonsoir Hannibal. On va commencer pour poser une question. Quels sont les problèmes de la Turquie aujourd'hui? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, Amnesty International a certainement trois grands problèmes à dénoncer en Turquie. Le premier, c'est la liberté d'expression. À peu près n'importe qui en Turquie peut être mis en prison pour avoir exprimé une opinion dissidente. Il y a des tas de lois liberticides en Turquie qui sont utilisées pour arrêter les journalistes, pour les inculper soit de terrorisme, d'appartenance à des mouvements terroristes, soit pour diffamation envers la nation turque, soit encore pour insulte au président. Je voudrais, au niveau de la liberté d'expression... Pendant les consommateurs, le président Erdogan, je crois, c'est le président. Oui, c'est Erdogan, le président. Et je voudrais quand même vous citer le cas de deux cas différents, parce que, bon, comme vous le savez, Amnesty milite et mène des actions surtout pour les individus. Donc, par exemple, le 26 novembre, deux journalistes du journal bien connu en Turquie, Çin Hürriyet, ont été arrêtés et encourent aujourd'hui une peine de prison à vie. Et le procureur a déjà annoncé qu'il allait demander 20 ans de prison parce qu'ils allaient publier une vidéo montrant que le gouvernement turc acheminait des armes au groupe Daesh. Donc ces deux personnes sont aujourd'hui en prison tout simplement parce qu'ils voulaient prendre leur droit à la liberté d'expression pour montrer ce document. Un deuxième exemple, mais qui nous tient vraiment très très à cœur en tant qu'Amnesty International, c'est que le 28 novembre, nous avons eu à déplorer la mort, l'assassinat d'un ami de notre organisation, Tahir Belgi. Tahir était président du barreau de Diyarbakir. Il a été tué d'une balle dans la tête lors d'une conférence de presse qu'il donnait à Diyarbakir. Il faut dire que Tahir avait été arrêté brièvement quelques semaines auparavant parce que dans un de ses discours, il a affirmé que le PKK n'était pas une organisation terroriste, mais un mouvement armé qui avait le soutien de beaucoup de personnes. Donc voilà. Pardon, c'est les PKK, c'est le Parti des travailleurs kurdes. C'est ça, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Du Kurdistan. Exactement, oui. Donc voilà.
Deuxième problème, et non des moindres, c'est les violences policières et l'impunité qui règnent en Turquie. Et donc, vous savez probablement tous par l'actualité, parce qu'on en a parlé pas mal ici, qu'il y a eu de grandes manifestations en Turquie en 2003 pour protester contre le réaménagement d'un parc, le parc Gezi, sur la place Taksim à Istanbul. Cette petite manifestation au départ a dégénéré complètement et des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Istanbul, mais aussi d'autres grandes villes en Turquie comme Ankara, Izmir, Diyarbakir, pour réclamer plus de liberté, moins de violence policière et pour dénoncer aussi l'autoritarisme du président Erdogan. Cette manifestation a fait 8000 blessés et quelques morts. Nous avons, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, adopté le cas d'un chauffeur de bus qui, lors de ces événements, a été interpellé par 4 policiers qui l'ont tabassé, qui lui ont défoncé carrément la boîte crânienne, qui lui ont crevé un œil et qui l'ont jeté dans un feu et laissé pour mort. Bon. Ce qui nous mène à l'impunité. 2 ans après les faits, alors que ce genre d'événement avait été filmé par une caméra amateur, 2 ans après les faits, aucun policier n'a encore été interpellé par la justice, alors que le véhicule était identifié. Est-ce que je peux poser une question, parce que normalement, on pose des questions, est-ce qu'on peut faire une amalgame entre les FARC de la Colombie et les PKK? Moi, je dirais que non. En fait, le PKK... Excusez-moi, parce que les FARC, oui. ils sont qualifiés de groupes terroristes sur l'Union européenne, ça fait 4 ans, mais maintenant ils sont levés, maintenant qu'ils sont des conversations à Cuba, etc., avec les gouvernants de la Colombie, et c'est un groupe insurgent. Les PKK, c'est un groupe insurgent, c'est pas? Un groupe insurgent. Oui, en fait, le PKK a été créé en 1978 par Abdullah Öcalan. Et très rapidement, c'est devenu un mouvement armé. Il faut se dire que dans les années 80, les Kurdes en Turquie avaient nettement moins de droits. Parler la langue kurde était un méfait punissable. Donc, les Turcs avaient moins de droits économiques et sociaux. Donc, finalement, le PKK a défendu toute une partie de la population et a obtenu le soutien de toute une partie de la population. Il y a entre 15 et 20 millions de Kurdes en Turquie, donc c'est une population importante. Il n'en reste pas moins que le PKK a commis pas mal d'exactions. Il y a eu, pas mal de dénonciations de violations de droits humains par Amnesty International commises par le PKK. Alors, Jean, si je peux intervenir, parce que normalement, c'est ça un véritable problème. C'est une question que je viens de poser à plusieurs personnes, avocats, etc., qui viole les droits de l'homme à la fin, si c'est le gouvernement ou les États. C'est une grande question que tout le monde ne connaît pas. Parce qu'on dit, normalement, les Nations Unies disent qu'ils sont des États. Mais s'il y a un gouvernement qui est en place, c'est le gouvernement qui viole les droits de l'homme. Parce que nous tous, nous sommes partie de l'État. Alors ça veut dire que vous et moi, on viole les droits de l'homme, selon le gouvernement. Mais je dirais qu'en général, pas seulement en Turquie, les États... Mais Jean, je te demanderai peut-être d'intervenir par la suite, oui. Je vais essayer d'être très bref. Moi, je pense que les violations de droits de l'homme peuvent être commises par les États, par les gouvernements, par les groupes armés, parce que dans beaucoup de pays, il y a des groupes armés et on peut dire c'est de la résistance, mais ils violent quand même les droits de l'homme, et aussi les multinationales. De plus en plus, à notre époque, on dénonce des violations de droits humains commises par des grandes multinationales.
Mais je vais laisser peut-être la parole à Jean parce que je crois que c'est le seul. On va toucher. C'est un sujet que j'aime bien. Voilà. C'est un sujet qui nous sort même un peu du cadre d'Amnesty. Il faut juste rappeler que la position d'Amnesty en matière de droits humains est très simple. Au départ, Amnesty défend des personnes qui sont susceptibles ou qui ont subi des exactions contre leurs droits humains à elles, ces personnes-là. Et donc, ça peut bien entendu être en général de la part des États, notamment en Turquie, quand on parle d'exactions de droits humains, c'est clair que le pouvoir d'Erdogan aujourd'hui, mais le pouvoir des généraux il y a des années, c'est exactement la même chose. Les lois sont restées les mêmes. Il y a un article que tout le monde connaît, qui est l'article 301 en Turquie, qui empêche carrément la liberté d'expression. La liberté d'expression aussi bien des citoyens comme toi et moi, mais la liberté d'expression des journalistes, la liberté d'expression des syndicalistes, etc. Donc, bien entendu, à partir du moment où le pouvoir, quel qu'il soit, qui gouverne un État, quel qu'il soit, se sert de ce genre d'article, bien entendu, il viole les droits humains. Ça, c'est une chose. Maintenant, et tu citais le PKK tout à l'heure, c'est sûr que à partir du moment où tu résistes contre un pouvoir de ce genre-là, tu peux difficilement le faire uniquement en respectant les droits. Les droits en général, pas juste les droits humains. Et bien entendu, si tu vas un peu plus loin, on en parlait tout à l'heure avec Lenny, quand le PKK a pris les armes pour résister contre la pression de l'État turc, et c'était l'État turc, pas d'Erdogan à ce moment-là, c'était bien l'État turc des généraux, qu'on connaît bien. Quand le PKK a pris les armes, et d'autres opposants d'ailleurs, pas que le PKK, le DHKPC, etc., qui ont voulu réellement défendre leur peuple, ils ne défendent pas leur peuple simplement en signant une pétition. Ils sont obligés de se défendre. On dirait quand il n'y a pas d'accord politique, oui. On va à la guerre. Pas obligatoirement, c'est comme ça que ça se passe, mais tu as raison, mais c'est comme ça que ça se passe. Le mot guerre est aussi d'ailleurs très particulier parce que nous sommes très contents dans l'Europe unie d'aujourd'hui de dire, les politiques, nos dirigeants aujourd'hui disent, vous voyez, grâce à l'Union européenne, quelle paix nous avons, il n'y a plus de guerre depuis la guerre de 1945, de guerre armée, de guerre des armes, et la guerre économique, la guerre financière, la guerre qui tous les jours met des autres citoyens en position très difficile. Mais dans nos pays, encore par chance peut-être, la révolte, la lutte contre les exactions d'un pouvoir politique se fait d'autres manières. Et je pense que la lutte violente, la lutte armée, tu as cité tout à l'heure des mouvements d'Amérique du Sud, et c'est clair que c'est le même type de lutte. Il vient un moment où le peuple, effectivement, réagit plus durement. Et soyons honnêtes, je pense que quand une personne, qu'elle soit soldat ou qu'elle soit révolutionnaire, utilise une arme pour tuer l'autre, c'est certainement pas la meilleure solution. Ça, c'est clair. Nous avons vécu depuis la nuit des temps la révolte des petits contre les gros qui essayent de tout prendre. Ça s'est toujours fait dans le sang. C'est jamais le sang des dirigeants. C'est toujours le sang, soit des soldats, soit des gens qui sont sur le terrain. Et ça, il faut essayer de faire évoluer. Alors, Amnesty n'a pas ce but-là. Amnesty n'a pas pour but de faire évoluer les révoltes. Amnesty a pour but de dénoncer l'exaction aux droits humains, où qu'elle se passe et de la part de qui elle se passe. Il se fait que c'est souvent les États, on va dire concentrationnaires, les dictatures, où il n'y a pas du tout de démocratie. Rappelons juste, Eddie va rire, mais rappelons juste que la Turquie se dit aujourd'hui un grand État démocratique. C'est très amusant, quand on voit que les lois qui sont utilisées ne sont pas du tout des lois démocratiques, bien entendu. ¿Estás viendo? Sí. Bon, sur l'alternative, sur Radio Air Libre 87.7 de la voix de l'FME à Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, sur le streaming, la page web www.radioairlibre.be.
Et on a invité ici, comme on a déjà parlé, avec Marangeli van der Linden. C'est bien. C'est très bien, parfait. Et j'ai baptisé John à John. Bon, la réponse qui est restée pendant la musique, c'était s'il y a un problème religieux, géopolitique ou ethnique, John. C'est ça la question. C'était la question. C'était la question. Et c'est une grande question, parce que il y a encore 50 ans, je pense qu'on pouvait déterminer le type de raison d'un conflit en droits humains. Souvent, les guerres de religion ont été des traductions du mal-être des personnes. Aujourd'hui, en Turquie, mais ça doit être vrai ailleurs aussi, tout est très mélangé. Parce que si même il peut y avoir des oppositions religieuses, on sait très bien que les Kurdes, par exemple, sont en majorité de confession catholique, et pas musulmane comme il y a quelques juifs, tu vois. Il y a aussi, oui, il y a un grand mélange de religions, mais la majorité aujourd'hui des Turcs est quand même de confession musulmane. C'est évident qu'on pourrait tout de suite traduire le conflit contre les Kurdes comme étant, entre guillemets, un reste de guerre de religion. Mais ce n'est pas que ça. On a dit tout à l'heure, au Kurdistan, pendant des années, avant Erdogan d'ailleurs, les Kurdes ne pouvaient pas parler leur langue. Ils ne pouvaient pas parler kurde. Ça n'a rien à voir avec la religion. Oh là là. Il était interdit d'utiliser la langue kurde dans la rue, à l'école, à la police, à la maison communale, façon de parler. On connaît certaines lois chez nous qui ressemblent à ça. Dans certaines zones. Mais ça ne va pas jusqu'à tuer des gens. On ne sait jamais. Il faut être vigilant. Tu sais, les droits humains, c'est ça. Oui. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Et les droits humains ne s'usent que si on ne s'en sert pas. Il faut s'en servir, il faut les défendre partout. C'est une des raisons d'être d'Amnesty. C'est justement de rappeler ça tout le temps. Mais pour revenir sur ta question, quand au Kurdistan, on ne pouvait pas utiliser la langue kurde, c'était simplement par volonté du pouvoir turc de montrer que l'État turc est un grand État et qu'il n'y a qu'une grande Turquie. C'est ce genre de réflexion, de nationalisme qui fait qu'effectivement des personnes comme Erdogan peuvent être élues à 90% des voix, tu vois, même dans un État dit démocratique. Parce qu'ils focalisent sur leur personne toute l'envie d'une nation nationaliste d'avoir à nouveau un grand État comme il y a 100 ans. Quand tu parles de ça, j'ai toujours fait l'amalgame à quelque chose, parce qu'on se dit Bachar al-Assad, c'est entre guillemets, dit là-bas que c'est un dictateur, c'est autoritaire, il est chiite avec de loin, c'est un laïc chiite de loin, mais les sunnites ils ont provoqué les attentats terroristes. Voilà, dans la Turquie, c'est Erdogan qui est autoritaire, et punit les gens, etc. Et c'est toujours il a un amalgame de ça. Oui. Moi je crois aussi que, enfin si je peux intervenir, je crois qu'une des explications aussi se trouve dans l'histoire de la Turquie. En fait, la Turquie c'est une jeune république. Elle a été créée en 1923 par Mustafa Kemal, qui a dû, lui et son armée, se battre pour construire cet État sur les ruines de l'Empire ottoman. Mustafa Kemal a décidé que la Turquie, donc ce nouvel État, ce nouveau jeune État, parlerait le turc, qui était une langue qui était très peu parlée, même à l'époque. Donc il a imposé le turc à toute la population. Et du fait que tout ça s'est fait en fait d'une manière violente, en prenant les armes, toute idée de séparatisme dans ce nouvel État était perçue comme étant vraiment une atteinte à l'État. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ça l'explication. Toute idée dissidente en Turquie, quand on ne parle pas la langue, quand on a des idées différentes, quand on veut plus de liberté, quand on veut faire les choses autrement, est perçu comme du séparatisme et un danger pour l'État.
Et je crois que, d'après moi, l'explication est plus là que dans la religion ou les ethnies différentes. Je lis ici que la Turquie moderne est fondée sur l'impulsion de Mustafa Kemal Atatürk en 1923 sur les ruines de l'Empire ottoman. Oui. L'Empire ottoman est passé par la Belgique, ils ont fait construire des canaux selon l'histoire, etc. Et de fait par la Première Guerre mondiale, et c'est une république démocratique, laïque, unitaire et constitutionnelle. Quand on parle de laïque, ça veut dire que l'État ne représente aucune religion. C'est ça, absolument. C'est un sécularisme total. C'est ça. Mais par contre, il y a des religions dans les pouvoirs politiques. Absolument. En Amérique latine. Absolument. Et jusqu'à, je dirais, là, on a peut-être un avant Erdogan et un après Erdogan, parce qu'avant Erdogan, la Turquie était vraiment un État laïque pur et dur. Pas question de porter le voile dans les écoles et dans les universités. Les employés des services publics, les femmes employées dans les services publics ne pouvaient pas porter le voile. Il n'y avait pas de cours de religion dans les écoles. Les cours de religion étaient des cours privés. Ce qu'on a vu depuis la prise de pouvoir par Erdogan, c'est que tout ça s'assouplit. C'est-à-dire que maintenant on peut porter le voile dans les universités, dans les services publics, et peu à peu les cours de religion sont admis dans les services publics. Donc voilà. Jean, pourquoi l'Union européenne n'acceptait pas la Turquie à l'intérieur de la 27-24 C'est une question naïve, mais... Non, c'est pas une question naïve, c'est une question très intelligente, puisqu'elle nous occupe, elle occupe l'Union européenne et la Turquie depuis plus de 20 ans. Je me souviens qu'au début que nous nous occupions de la coordination Turquie pour Amnesty, le ministre des Affaires étrangères belge à l'époque était un certain Louis Michel, le père de Charles Michel. Donc tu vois que c'est pas d'hier. Et nous avions beaucoup espéré à l'époque que Louis Michel, étant responsable des affaires étrangères pour la Belgique, était à ce moment-là, la Belgique était la titulaire de la présidence de l'Union européenne. Ce qu'on avait espéré à l'époque, c'est que ça puisse faire évoluer les droits humains en Turquie. Parce qu'on espérait bien que l'Union européenne mettrait tout son poids pour faire évoluer la Turquie, qui n'était pas la Turquie d'Erdogan, c'était bien la Turquie des généraux. Bien sûr, ça n'a pas marché, c'est évident, et ça n'a pas plus marché ensuite, ça n'a pas marché avec Erdogan, et ça ne marchera pas. Parce que la raison pour laquelle la Turquie ne veut pas respecter les droits humains de la Convention universelle des droits humains, ce n'est pas pour faire plaisir ou pas faire plaisir à l'Europe, c'est simplement, comme vient de le dire Jenny, parce qu'il y a une idée d'un État turc qui est un État puissant et unitaire. Or, nous savons aujourd'hui, on n'est quand même pas biais, on n'est plus en l'an 40, on sait très bien que l'État unitaire, unique et puissant, ça n'existe pas dans les faits. Partout il y a des dissensions, partout il y a des divisions. Et donc, quelqu'un qui veut garder un État puissant et solitaire, obligatoirement, il devient une dictature. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Une autre question, un petit peu embêtante, mais pour la maître internationale, quelle est la pensée à propos des musulmans, les Corans, la charia, la porte de voile, comme on dit, la burqa, les foulards, les femmes, et sur tous les problèmes de l'islamisme radical? Mais je vais peut-être commencer par répondre à la question, tu pourras compléter si tu veux. D'abord, il est important de comprendre qu'Amnesty ne porte aucun jugement sur une religion. Pouvoir choisir sa religion est un droit. Ce qu'il faut savoir, et cela fait pas mal de débats même au sein de notre organisation. Pardon, mais la religion pour imposer aux citoyennetés la religion. Pardon? Imposer la religion à la société. Que la religion, oui. Vous ne faites pas de jugement. Non, on ne porte pas de jugement. Mais la religion,
profiter de la société pour la mêler à la religion. C'est pas la Non, religion c'est qui fait ça. Non. Ah, c'est pas la C'est religion. l'église Oui. ou c'est effectivement la mosquée. C'est-à-dire c'est la traduction de la religion par les hommes qui veulent prendre un pouvoir. Ah oui. C'est pas la religion. Tu comprends la différence? Et donc, quand Amnesty revendique notamment dans les droits humains la liberté de culte, c'est de donner à chaque citoyen la possibilité de croire en ce qu'il veut. Et d'aller à la mosquée s'il a envie d'aller à la mosquée, d'aller à l'église s'il a envie d'aller à l'église, ou de rester dans son lit s'il a envie de rester dans son lit. C'est mon cas. D'accord? Mais ça, c'est une possibilité, c'est une liberté fondamentale. C'est comme la liberté d'expression. Nous devons pouvoir dire ce soir ce que nous avons envie de dire. On ne doit pas